Temps de l'homme sur la Lune, donc il n'y a pas longtemps. C'était en 2019. Et tout le monde, il y avait partout en France, dans les festivals, partout. C'était l'année où commémorait le premier pas de l'homme sur la Lune. Il y avait beaucoup de présentations sur le voyage Apollo, en fait, partout. Et ça se ressemblait tellement. Tout ce que j'avais vu, entendu, ce qui se préparait, j'ai dit, moi, je vais prendre le contre-pied. Je vais faire plutôt une présentation lunaire pour les 50 ans de l'homme sur la Lune, différente. Totalement différente, pas répéter ce que tout le monde se connaît pratiquement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un peu mon amour immodéré de la Lune. Pourquoi? La Lune, c'est un peu mon objet astral préféré, puisque pendant de nombreuses années, j'ai écrit tous les mois un article sur un relief lunaire pour la revue, une grande revue que j'adorais. J'adorais travailler dans cette revue, c'était Astronomy Magazine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était Karine Souplet, Domhnall Meister, voilà. J'adorais écrire dans cette revue, une belle liberté d'écriture aussi qui était sympa. Donc on pouvait faire du littéraire tout en faisant de l'astronomie. J'adorais. Voilà, il y a d'autres revues, passe pas. Ils n'aiment pas trop. Voilà. Donc en tout cas, l'expérience lunaire, amour de modèle de la Lune, voilà, j'ai décidé de faire une autre présentation. Voilà. Pendant tout 2019, j'ai tourné avec cette projection dans différents festivals, dans des endroits de France et de Navarre, aux francophones, et voilà, de manière différente. Alors c'est une causerie plutôt lunatique qu'une causerie scientifique sur la Lune. Encore qu'à la fin on aborde un tout petit moment, ça vous intéresse, la géographie. Rapidement, les lunes, vous verrez ce que c'est, par le côté astronomique. J'espère que je ne vais pas faire une boulette. Voilà. Alors la première question. Pourquoi il y a un loup des fois? C'est un peu moi quand j'ai la pleine lune. Tu m'as pas reconnu? Pas reconnu, tu m'as pas reconnu. Allez, non, tout ça, ouais, le loup c'est le symbole même, parce que la projection c'est donc une projection totalement différente qu'une projection, on va dire, purement objective, scientifique sur la Lune. Encore qu'on aborde les notions scientifiques, bien sûr, mais c'est surtout, vous allez voir, c'est son côté aussi subjectif, donc c'est pour ça que le loup est là. Vous connaissez les loups, souvent ils hurlent à la pleine Lune, c'est un grand cliché, voilà. Et ben, c'est un peu un hurlement que j'ai poussé sous la pleine Lune pendant l'année 2019. Donc ce loup symbolise totalement mon discours. Voilà. Alors, Lune, qui es-tu? C'était la première question que je posais. C'est souvent les enfants ou les adultes, mais ils ne connaissent pas trop. Donc la Lune, qui es-tu? C'est parce que vraiment, qu'est-ce que c'est que cette Lune? Cette Lune, on entend tellement de choses sur elle, mais à tous les niveaux, objectivement, subjectivement. Alors le plus simple, c'est de résumer, parce que la première partie, ça sera ça. Comme je n'ai pas mon aide-mémoire sous les yeux, là. La première partie, c'est la Lune, on va dire, connaissance générale, historique, comment on a appris à la connaître. Ça. Voilà, vous allez voir. La deuxième partie, c'est les lunes subjectives. C'est-à-dire tous les discours qu'on entend sur la Lune, irrationnels. L'éclairage de la pleine Lune, l'augmentation de la criminalité, sur la gestation féminine, sur l'agriculture, enfin, les loups-garous, ce que je suis d'ailleurs. Et donc, voilà, Lune, qui es-tu? C'est la première partie. La deuxième, c'est ça. Et la troisième, c'est plutôt la Lune astronomique, on va dire, les lunes. Comment on peut l'observer, tout ce qu'elle nous offre comme possibilité d'observation astronomique. Parce que en fait, elle a une richesse énorme. Vous allez voir. Allez. Lune, qui es-tu? Lune, qui es-tu? C'est le satellite de la Terre, un peu plus compliqué. On parle, alors satellite, c'est un terme général. C'est tout ce qui orbite autour d'une planète. Donc la Lune tourne autour de la Terre est une planète, donc on dit que son satellite, et toujours les enfants, depuis toujours à l'école, ils rajoutent naturel. Parce qu'il y a les surnaturels. Et puis il y a les humains, les satellites qu'on a pu voir passer encore hier soir. Voilà, il y a plein d'objets qui tournent autour de nous. En fait, il y a même 2 gros cailloux en ce moment qui tournent autour de nous, et en fait, on aurait 3 satellites naturels actuellement. Mais ces satellites sont éjectés au bout d'un moment, les plus petits, là, ces cailloux, là, l'astéroïde, Apollo à mort, comme on les appelle. Et en fait, il y a un seul satellite, c'est la Lune, la Terre. Voilà. Alors la Lune, c'est un satellite, ça veut dire quoi? Tourne autour d'une planète, donc la Terre, c'est la 3e planète, c'est la première à avoir un satellite. Mercure, Vénus n'en ont pas. Et quand on arrive à la Terre, elle en a un. Et après, Mars en a 2 petits, etc. Plus en plus. Par contre, la Terre est assez particulière. Ça vient de sa naissance, on verra. C'est que c'est plutôt une planète double. Parce que quand on voit la Lune à côté de la Terre, ça fait plutôt penser à une planète double. Vu la grandeur des autres satellites, prenez Mars, c'est des cailloux de 20 ou 30 km. Et là, la Lune, c'est quand même 3476 km de diamètre. Par rapport à la Terre, qui en a 12 752, ça fait en fait une planète double, en fait, si on voulait être objectif. Mais en tout cas, satellite de la Terre, ça veut dire tourner autour d'une planète, c'est pas plus compliqué. La Lune tourne autour de la Terre.
c'est vrai que si on était sur la Lune, on croirait que c'est la Terre qui tourne autour de nous visuellement. Et donc, voilà ce qu'on appelle la lunaison. Les hommes, petit à petit, en observant le mouvement de la Lune, ils ont calculé une lunaison. C'est un chiffre un peu particulier, c'est 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 3 secondes. En fait, si on détaille les secondes, ça serait 2,784, enfin, quelque chose comme ça. Hein, c'est affiné, c'est de plus en plus affiné. En fait, c'est le temps que met la Lune pour faire le tour autour de la Terre et pour montrer ces mêmes phases. Donc, lunaison, ça correspond aux phases d'une nouvelle Lune ou d'une pleine Lune à une autre nouvelle Lune, à une autre pleine Lune. C'est une moyenne. C'est-à-dire que des fois, il y a plusieurs heures d'avance, retard, et à force d'avoir mesuré, on a affiné la durée moyenne. Donc il faut savoir qu'il peut y avoir des décalages, mais ça, c'est la durée officielle. Ça s'appelle la lunaison. Il ne faut pas confondre souvent avec ce qui est dans les livres d'astronomie. En premier, vous allez voir la rotation de la Lune autour de la Terre. Ils mettent 27 jours, 12 heures, 44 minutes. Enfin, c'est un chiffre légèrement différent. C'est 27 jours. C'est la révolution draconitique. Elle est toujours mise en première sur les tableaux, mais ça ne correspond pas à la Terre. Ça correspond aux étoiles. C'est par rapport aux étoiles. Dans l'enseignement, dans les livres scolaires, les pédagogues, ils prennent ça en premier, les profs prennent ça, et dans les écoles, ils disent ça aux gamins. Alors que ça ne correspond pas aux phases de la Lune. Alors, à l'Académie de l'Isère, j'ai réussi, puisque j'ai fait un travail avec la responsable, dont je lui ai expliqué avec des maquettes, tout, elle a compris que voilà, c'est dommage, faut pas, si vous demandez aux enfants de connaître les phases de la Lune, mais vous donnez une révolution qui ne correspond pas à la phase de la Lune. Correspond à sa rotation sidérale par rapport aux étoiles. Voilà. Donc ça va être pris en compte dans l'Académie de l'Isère, je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas, parce que ça me titillait, les profs, ils me demandaient pourquoi tu dis ça alors que nous on a ça. Voilà, donc je corrigeais. Voilà le phénomène. Donc vous connaissez, on ne va pas rentrer dans les détails, nouvelle lune, croissant, etc. Ça fait ce qu'on appelle les phases. Je crois que quelqu'un devrait faire une animation ici sur les phases. Je devais faire la lunophase, mais je n'ai pas pu le préparer. Voilà, ça s'appelle la lunaison. Je ne sais pas ce qui se passe, ça vient en arrière. Alors, maintenant, de mémoire, je vais passer, parler d'historique et avec la Lune. Il y a une Lune mathématique. La Lune, en fait, elle a donné les mois du calendrier. Les mois qu'on voit dans le calendrier, ces petits symboles qu'on voit, ça correspond à la Lune. On va dire, mais pourquoi il y a de la Lune dans le calendrier alors qu'avec l'année du solaire, ça suffit. Il y a l'année de 365 jours, 6 heures, une poignée de minutes, secondes, ça suffirait bien. Ben, les hommes, il y a très longtemps de ça, oui, ils sont intéressés au soleil, ils sont servis du soleil pour faire les saisons. Parce que le soleil, ça permet de calculer les saisons. Et si on calcule les saisons, on a la météo pratiquement générale. C'est-à-dire que les gens, ils se servaient du soleil par rapport au soleil qui naviguait dans le zodiaque. Ils faisaient le tour en 365 jours et 6 heures, etc. Ils avaient calculé que par rapport aux étoiles, ils pouvaient trouver les saisons. Voilà. Et donc, on ne déclenchait pas les voyages quand c'était saison d'hiver. Ils ne traversaient pas la Méditerranée en automne, tempête. Ils arrêtaient. Ils se servaient du soleil, voyage et agriculture. Par contre, la Lune, elle fait le tour du zodiaque, elle aussi, mais elle met le temps que je vous ai dit, 29 jours, vous avez vu. Et là, les hommes se sont toujours intrigués, depuis toujours, ils se questionnaient, mais qu'est-ce que c'est que ils l'appelaient le petit luminaire, le Soleil c'était le grand luminaire, c'était des planètes pour eux. Le Soleil et la Lune, c'est des planètes. Elles ont été déclassées, c'est les deux premiers objets déclassés planétaires devenus satellites et étoiles centrales. Et donc, ils se sont toujours intéressés à la Lune, et les premiers qui ont bien noté, qu'on connaît dans l'histoire, peut-être qu'il y en a eu parallèlement ou d'autres, mais c'est les Mésopotamiens. Depuis des milliers d'années, les Mésopotamiens, ils regardaient la Lune, parce qu'ils s'intriguaient. Qu'est-ce que c'est que cet objet, quoi, il est intriguant quand même dans le ciel, il change de forme. Donc ils notaient, et ils avaient compilé sur les tablettes des quantités de lunaisons. Et il y a un Grec qui a récupéré tout ce savoir babylonien, parce que c'est la dernière culture mésopotamienne, on peut dire que c'est des Babyloniens chaldéens. Il a récupéré tout ça, ce Grec, et il y a 2450 ans à peu près, il s'appelle Méton. Il avait récupéré ça, et lui, ça intriguait, ça lui prenait la tête, comme beaucoup de l'époque. Pourquoi la Lune met tout ce temps? Et qu'ont voulu dire les dieux en mettant la Lune à cette vitesse? Le Soleil, il comprenait, pour les saisons, l'agriculture. Les planètes, c'était des divinités qui se baladaient, il y avait un sens. Mais la Lune, qu'est-ce qu'ils ont caché? Il y avait un rapport numérique, c'est obligatoire. Tout le monde cherche des rapports numériques. Et donc lui, il cherchait ce rapport numérique. Pourquoi les dieux ont fait tourner la Lune à cette vitesse, avec ces formes-là? Il cherchait, et il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. En se servant des sablettes babyloniennes sur des centaines d'années, plusieurs siècles, il s'est aperçu qu'il pouvait la retrouver, en fait, le cycle dans les années solaires, il a retrouvé un cycle lunaire. Vous avez compris qu'on ne peut pas faire un calendrier avec 29 jours, 2 heures, 44 minutes, 3 secondes.
Mais si on étale dans la durée, 19 années solaires, boum, et il a trouvé qu'on pouvait faire rentrer pile 235 lunaisons de la Lune. Donc il a trouvé le rapport numérique des dieux qui ont créé cet univers. Et donc on a inventé les mois, parce qu'en fait ça fait 235 mois lunaires, lunaisons, dans 19 années du Soleil. Alors ça a été un rapport magique, on a inventé les mois, c'est ceux que vous voyez dans le calendrier. Ils ont été affinés. Ils ont été affinés par exemple, voilà, c'est les petits symboles que vous voyez là. Ils ont été affinés par un autre grec, Calliope de Cyzique, qui lui, s'est pas embêté, mais il a eu le temps de le faire. Comme depuis Méton, on notait la Lune, pour bien vérifier Méton, eh bien lui, il a multiplié par 4 tout ça, 235 lunaisons ou 19 ans multiplié par 4, et il s'est servi de 940 lunaisons pour affiner la lunaison le temps de la Lune. Et les mois sont devenus de plus en plus précis. Et les mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez 19 calendriers, 19 années solaires, le 19e, le 20e retombe sur le premier. Et vous avez toujours les mêmes phases de la Lune au même moment. Les éclipses, avec des petits décalages de 20 minutes, ça dépend pour les éclipses, etc. Donc on pouvait calculer tout ça. Et la Lune, alors lui, Calliope, il a multiplié par 4, pour embêter, mais c'était pour affiner le calcul. Par contre, la Lune, elle servait, elle a toujours servi pour le religieux. À l'époque, depuis toujours, l'homme s'est servi du Soleil pour l'agriculture et les déplacements, et la Lune servait au spirituel, au religieux. Si vous regardez les fêtes religieuses aujourd'hui, Ramadan, Pâques, c'est toujours calculé avec la Lune. C'est resté, c'est dans notre inconscient populaire même. La Lune, c'était spirituel. Et oui, l'homme, c'est pas qu'une machine à produire à manger, il pense, l'homme en général, je parle. Voilà. Donc la Lune, c'est ce côté-là, plutôt. Et c'est resté dans nos cultures, c'est resté dans le calendrier, c'est resté dans le religieux. Alors la Lune, c'est aussi un jour. C'est le jour qu'on connaît bien, puisque Claude François l'a chanté. Au soleil. Bravo, tu connais tes classiques. Le lundi au soleil. Voilà, donc la Lune, c'est le lundi. Ça donnait le lundi. Et pourquoi? Une simple raison, c'est que les anciens avaient vu dans le ciel que 7 astres mobiles. Je vais baisser parce que si va aux toilettes, il va faire du bruit. Je plaisantais, j'en peux. Et donc, il n'y a que 7 astres mobiles dans le ciel. Il y a 7 astres mobiles, il y a les 5 planètes qu'on voit à l'œil nu, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Et puis on voit la Lune et le Soleil. Ces 7 points de lumière bougeaient dans le zodiaque, chacune à leur propre vitesse. Les anciens les avaient observés. Le grand luminaire, petit luminaire, servait pour les calendriers. Et puis les autres, c'était des divinités en fait, pour eux. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé la semaine. Il y a 7 points mobiles dans le ciel, on a inventé la semaine. Voilà, donc ça vient d'une vision du ciel, le calendrier, il n'est pas plus compliqué. Il vient du zodiaque avec 7 points mobiles. L'année, les mois et les jours de la semaine. Et la Lune, elle vient du premier jour de la semaine. Là, j'ai repris ce que Camille Flammarion a publié dans son Astronomie populaire. Parce qu'étant pas de la SAF, quand même, on peut parler de Camille Flammarion, fondateur de notre société, qui a repris le titre d'un ouvrage de François Arago. C'est François Arago, un astronome catalan, citoyen français, qui a écrit le premier Astronomie populaire. Et donc, comme les connaissances avaient évolué, Camille Flammarion, qui adorait Arago, il a repris ce titre-là, il l'a amplifié en fait avec les nouvelles connaissances. Et il a apporté son propre savoir et sa subjectivité dans l'écriture aussi. Et donc, il nous explique, Camille Flammarion, voilà, il y a deux, l'autre je la connais moi, mais ça c'est celle qui a la faveur des historiens, c'est comment s'est créée la semaine. C'est une figure ésotérique, on va dire, une étoile à 7 branches, et ils ont placé la Lune en 1 là-haut, parce qu'ils pensaient que la Lune c'était l'objet le plus près de nous dans le ciel. Et elle orbitait sur la première sphère céleste, comme on disait, et donc regardez bien, et en face, vous mettez le 1, 2, 3, etc. Vous voyez, les flèches, elles vous renvoient. Mars, qui était la deuxième, elle est juste en face. Et à chaque point, dans l'ordre d'éloignement des planètes pensées, imaginées, eh bien, ils ont créé les jours de la semaine. Donc la Lune, elle se trouve en 1, le trait va en face de la figure, vous avez Mars, c'est donc le mardi, deuxième jour, vous allez en face, vous trouvez la numéro 3 dans la position, c'était Mercure, mercredi, vous glissez sur 4, Jupiter, jeudi, etc. Donc la semaine s'est construite sur ce principe un peu subjectif, ésotérique, et sur une vision ancienne, d'une croyance comme quoi la Lune était en première, etc. Et la Terre était bien sûr au milieu à l'époque. Quand ça a été inventé, c'était toujours la Terre au milieu.
Dieu ne pouvait pas la mettre ailleurs, hein, il l'a bien mis au milieu, hein, il nous a privilégiés. Alors voilà, le lundi, la Lune, elle avait aussi dans l'histoire, elle a des côtés obscurs. Elle a des côtés obscurs. Ces côtés obscurs, c'est les éclipses en fait. La Lune, elle génère des éclipses. Sans elle, on n'aurait pas d'éclipses. La Lune génère des éclipses, 2 sortes d'éclipses, solaires et lunaires. Et ça a influencé nos cultures aussi. Ça a marqué les cultures humaines de manière toujours plutôt négative au départ. Pourquoi? Ils ne connaissaient pas le ciel. Pour eux, c'était des divinités qui se baladaient là-haut. Vous imaginez bien que si en pleine journée, vous éteigniez le soleil, l'interrupteur, ils savaient très bien que le soleil, ça faisait pousser les plantes, ça réchauffait. S'il ne revient pas, qu'est-ce qui va nous arriver? Et une éclipse de soleil, c'est, on va dire, allez, à un endroit de la Terre, c'est une fois par siècle. À un endroit de la Terre, hein. Il y en a 2 par an à peu près, mais à des endroits différents. Donc ça marquait des générations, ça sautait les générations, l'oubli. Quand il y en avait une qui revenait, ça marquait. Ils avaient peut-être entendu parler, mais ils n'avaient pas vécu. Hein. Et les gens voyaient ça, claquaient des dents. Donc c'était des peurs subjectives. Et il y a 2 types d'éclipses. Donc la solaire était très impressionnante, ça donne ceci. Ça, c'est quand la Lune projette son ombre sur la Terre. Si vous êtes au milieu d'un petit cercle de 110 km, pas plus, qui balaye la Terre, vous avez une nuit en plein jour. Ça faisait peur, voilà le principe. Le deuxième principe, c'est l'éclipse lunaire. C'est quand la Lune rentre dans l'ombre de la Terre. Moins spectaculaire au niveau de l'impact, mais quand même impressionnant dans le ciel. Et à l'époque, on interprétait avec des croyances. Il n'y avait pas de science. Donc c'était des croyances. Et les croyances voulaient que, par exemple, voilà une photo d'éclipse solaire, une photo d'éclipse lunaire. Et ben, la croyance voulait, par exemple, c'est souvent que c'est dit, mais c'est vrai que c'est en Asie, c'est la mythologie basée sur des dragons. Hein. La fête chinoise, vous voyez, il y a toujours un dragon. Hein. Et il y avait des dragons invisibles dans le ciel, des dragons négatifs. Et bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient manger le soleil. Ils le grignotaient comme Pac-Man dans les anciens jeux vidéo. Et donc, le dragon mangeait le soleil. S'il ne le remet pas au monde, s'il ne le recrache pas, qu'il n'arrête pas de le manger, pareil, on pouvait mourir. Donc là, en Asie, surtout en Chine, mais en Corée aussi, les archers sortaient. Il y avait des compagnies d'archers qui tiraient des flèches dans le ciel. Il fallait lancer des projectiles, faire plein, mais des frondes aussi. Il fallait faire fuir le dragon. C'était plus un rituel qu'autre chose. Il ne fallait pas être dessous quand ça tombait. Voilà. Mais en tout cas, le dragon, au bout d'un moment, il lâchait le soleil, il arrêtait parce que c'est dangereux pour lui. La Lune, il y a des anecdotes savoureuses sur la Lune, l'éclipse de Lune. C'est la gamelle et la cuillère. Vous savez qu'il y a une jolie casserole dans le ciel, elle lui ressemble d'ailleurs. Hein. Eh bien, par exemple, Rome, les Latins avaient une culture différente des Grecs, très différente en fait. Hein. Et quand il y avait une éclipse de lune, eh ben, la bonne ménagère et le bon guerrier romain, eh ben, ils sortaient, ils prenaient vite une gamelle, ils prenaient vite quelque chose de la louche, quelque chose de métallique, si possible, ou même en bois, mais fort. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on tapait dans les gamelles. L'expression n'est pas usurpée. Hein. On tapait dans les gamelles. Je vous laisse imaginer une ville comme Rome, s'il y avait une éclipse de lune, je vous laisse imaginer quand tout le monde tapait dans les gamelles. La sorcière qui mangeait la lune, qui saignait la lune, parce que c'était du sang pour eux qui se répandait sur la lune, l'éclipse de lune. Et donc elle relâchait la lune, elle arrêtait le massacre. Hein. Voilà, il y a toutes sortes de croyances, et les 2 plus populaires, connues, pour vous donner une idée de la subjectivité, comment on voyait les éclipses, les peurs que ça générait. Donc là, la cuillère qui tape sur la casserole... Il fallait faire du bruit jusqu'à temps que l'éclipse s'arrête. C'était un raffut infernal. Hein. Ouais. Donc la sorcière s'en allait, hein. Normal, mettez-vous à sa place. Elle était sensible des oreilles. Voilà. Vous avez aussi sur la Lune une face cachée. Vous avez tous entendu de la face cachée. Ça, c'est pas la face cachée, je n'ai pas pu la photographier avec ma lunette. Hein. Donc c'est un petit croissant de lune magnifique. Voilà. Et la face cachée, on va en parler de cette face cachée parce qu'elle a toujours fait parler d'elle. Vous allez voir, dans l'irrationnel, elle a beaucoup joué. Dans l'inconscient populaire, elle génère des croyances assez étranges, des fois paradoxales. Alors, la face cachée existe bien, oui. Existe bien. Vous avez la face visible, face cachée. Ça, c'est vous êtes avec une pleine lune sur la face visible, et vous êtes avec une pleine lune sur la face cachée. C'est-à-dire que quand vous voyez la pleine lune ici, c'est celle qu'on voit nous, quand le calendrier, le gros rond blanc, le soleil se couche, la lune se lève. Comme elle est à l'opposé, elle est éclairée de face. Il n'y a plus de relief, c'est tout lissé. On voit ceci. Par contre, quand c'est la nouvelle lune pour nous, qu'elle est toute noire dans le ciel, le jour de nouvelle lune toute noire, si vous avez un vaisseau spatial que vous passez derrière la lune, vous avez la face cachée éclairée en entière. Et donc voilà ce que vous verriez. Il y a une notable différence géologique, il n'y a pas ces grandes étendues noires.
Il n'y a pas les mers comme il y a la mer de Moscou, un peu, qui est en haut là, qui fait une petite tache. On voit pas parce que on voit pas. Pardon? Tu montes ton écran, mais du coup, on voit pas la mer de Moscou. Ouais. Voilà, on voit la différence quand même. Oui, non, mais Ah. tu montrais où était la mer de Moscou, mais sur ton écran. La mer de Moscou. La mer de Moscou, elle est là. Voilà. Là, on est sur la face cachée, on est d'accord. Ouais, c'est la face cachée. Et d'ailleurs, j'y suis allé le week-end passé. Voilà, je vais voir ce que ça marche, je suis désolé. Voilà la première photo qui a été faite par les soviétiques. Voilà, donc d'où le nom de mer de Moscou, ils avaient le droit. Elle est plus bas. Et vous avez les Chinois qui sont allés récemment. Ils sont allés derrière, ils ont réussi l'exploit technique. Les Européens, s'ils pouvaient le faire, ils mettaient les moyens, ils pouvaient le faire, les Américains aussi, mais ils ont un exploit technique, c'est qu'ils ont réussi à mettre un satellite décalé pour toujours voir la Terre sur la face cachée pour piloter la sonde. Parce que quand vous êtes sur la face cachée, ça ne passe plus. Donc il faut mettre des satellites assez loin, assez haut, qui puissent communiquer avec la Terre et renvoyer les messages sur la... Donc ils se sont posés sur la face cachée, et ils ont pu se poser, première fois qu'un objet se posait, pas la première fois, je crois pas, mais qui ont pu communiquer avec, et, je sais pas, je me rappelle plus s'ils ont fait rouler un rover de ce côté-là. Voilà, mais en tout cas, ils sont allés. Alors, la Lune, elle est née, comme tout objet astral, comme nous, elle est née avec un astre mythologique. La mythologie, c'est toujours allié à l'astronomie. Hein, c'est même très, très intriqué. Et toute la nomenclature principale du système solaire, c'est de la mythologie, en fait. On a emprunté à la mythologie gréco-romaine. Et Theia, c'est le nom de l'objet qui a impacté la Terre au début quand elle se formait. Dans le système solaire, à sa naissance, il y a eu ce grand mouvement de la nébuleuse primitive avec agglomération de protoplanètes. Il y en avait beaucoup. Et ça a été le royaume des rencontres et des chocs. Ça a été le chaos. Pourquoi? Ça se rentrait dedans, ça naissait, il y avait des protoplanètes, elles se sont rapprochées du Soleil, beaucoup sont tombées dedans, elles ont disparu. Toutes celles qui ont réussi à accréter, étaient à la bonne distance, à la bonne vitesse, ne sont pas tombées dedans. Si elles avaient été trop lentes, elles seraient tombées dedans. Hein. Donc c'est tous les objets qui ont survécu, en fait, parce qu'ils étaient au bon endroit, à la bonne vitesse, ils se sont accrétés, ils ont pu survivre. Par contre, il y a des protoplanètes, en venant pour accrocher d'orbite, elles ont percuté la Terre qui naissait, et on sait qu'il y a plus de 4 milliards d'années, la Terre était chaude, elle n'était pas comme ça, elle était encore chaude et bouillante, elle s'accrétait, il y avait beaucoup de chocs, elle était encore en magma assez chaude, et elle commençait à se solidifier, et il y a un gros impacteur qui est venu l'impacter, on appelle Theia. On ne l'a jamais vu, on le calcule parce qu'on sait que ça s'est produit comme ça, à peu près. C'est la théorie qui fonctionne le mieux en ce moment, et qui est venue impacter la Terre. À peu près, un objet à peu près, Mars peut-être même plus petit, dans les 3000, 2500, voire 3400 km, même plus, on dit 6000, donc comme Mars. Et cet objet, suivant l'inclinaison où il a percuté la Terre, on pourrait lui mettre un diamètre, une masse, et donc il est rentré dans la Terre, par contre il a arraché un bout de Terre, ça l'a fracassé, hein. Vous avez imaginé, c'est une rencontre planétaire là. Et donc ça a éjecté de la matière, et qui s'est réaggloméré, qui s'est en orbite, et qui a créé la Lune. Donc la Lune, c'est un mélange de la Terre primitive, plus de l'objet qui est impacté. Et on le retrouve dans les analyses, on retrouve bien du manteau sous la croûte terrestre, on retrouve les compositions isotopiques qu'il y a sur le sol de la Lune en fait. Donc ça correspond assez bien, la théorie est validée comme ça. Et Theia, tu l'écris comment? Excuse-moi. Theia, tu l'écris comment? Comme il est là. Là, je vois pas. Ah, pardon. D'accord. Theia. Le nom Theia vient d'où? Theia, c'est la mythologie, c'est l'ancêtre de la Lune, du Soleil dans la mythologie. C'est celle qui a créé le Soleil, qui a engendré le Soleil avec... c'est le féminin, c'est elle qui va engendrer le Soleil et la Lune dans la mythologie. Voilà. Je ne sais plus qui est le père. En fait, elle est la mère de Hélios, c'est la mère de la Lune dans la mythologie. Ancienne, ancienne mythologie archaïque, grecque, crétoise archaïque. Hein. Voilà. Theia, l'impacteur. Donc voilà, la Lune, c'est un morceau de terre et de mélangeur de cet impacteur. Donc collision égale création. Voilà. Alors on va voir que ça c'est pour donner, pour ceux qui ne connaissaient pas la Lune, voilà, une grande généralité dans notre histoire, comment elle s'est intégrée, ce qu'elle nous a apporté, les influences on va dire. Et puis il y a cette autre Lune qui est véhiculée par le populaire, cette autre Lune qui est restée, qui nous vient aussi de très loin, puisque c'est cette Lune qui est subjective, ils appellent les lunes subjectives, c'est des gens qui ne font pas d'astronomie, qui sont éloignés un peu des sciences, il y en a, et qui ont qui écoutent les on-dit, qui ont des vieux proverbes qui traînent, et qui ont des visions assez subjectives de la Lune. Et qui, voilà, alors vous allez voir, là c'est le grand déballage, j'en ai entendu de toutes sortes,
Et croyez-moi, j'ai fréquenté des gens qui parlent de choses sérieuses comme ça. Hein. Voilà, pour bien m'en imprégner. Alors, la première lune subjective, c'est un petit peu de mythologie, la lune mythologique en fait. Vous avez vu les noms qu'il y a en bas, c'est tous des noms de la lune gréco-latine. Et vous avez pu voir que la lune, en fait, quand on a étudié l'origine du mot luna, ça vient du latin en fait, c'est tardif. Et en fait, la lune a eu plusieurs noms, suivant les cultures et les époques, en Grèce archaïque, Grèce hellénistique, à Alexandrie, plus tard, encore plus tard. Il y a plein de noms qui correspondent à la lune. Pourquoi ? En fait, la lune, c'est un syncrétisme de phases. Elle avait un nom pour chaque phase. Elle avait une valeur subjective pour chaque phase. En fait, petit à petit, elle s'est agglomérée, ces phases sont agglomérées, et la lune a cumulé des aspects mythologiques différents. Soit les Hécate, la négative, sorcière négative, pas forcément agréable, qui peut vous jeter des sorts. Soit c'était la Artémis, la déesse protectrice des animaux. Et puis elle avait Sélène, plutôt positive. Lilith, alors très négative. Diane, la chasseresse. En fait, c'est un syncrétisme de noms différents dans ces cultures-là qui se sont agglomérés ensemble pour former la lune tardive mythologique qu'on connaît dans la mythologie avec Endymion. Endymion, c'est un jeune grec, archaïque, ancien, d'une beauté fracassante, puisque la lune, qui est vouée à la chasteté, tombe amoureuse de lui. Donc, comme elle est censée être chaste, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne va pas séduire celui qu'elle aime devant tout le monde, donc elle va le kidnapper, elle va l'endormir, elle va le cacher dans une grotte, mais personne ne sait où est la lune. Mais en fait, la lune n'est peut-être pas si chaste que ça. En fait, dans la mythologie grecque, bah oui, mais c'est comme ça. C'est ce qu'il y a de bien, c'est que les Grecs ont caché ça. Et quand il y a des mythes autour de Diane Artémis, la lune, souvent elle est d'une violence terrible quand on la surprend en train de se baigner nue. Comme si elle voulait faire voir qu'elle était vraiment chaste. Elle se force à montrer qu'elle est chaste. En fait, elle cache quand même un amour, il s'appelle Endymion. Elle l'a caché dans une grotte, elle va le rencontrer. Et dans la mythologie grecque, elle le rencontre en cachette. Et les Grecs ne disent pas ce qu'elle fait avec lui. Mais en tout cas, elle l'a endormi pour même pas que lui se souvienne qu'elle vient le voir. Il est plongé dans un coma léthargique, mais c'est son chéri, c'est elle qu'elle aime. Voilà. Donc la lune est peut-être chaste, mais en fait, elle a un côté, elle a toujours ce côté ambigu dans la mythologie. Par contre, c'est riche. Ça veut dire que les Grecs connaissaient bien leur sujet, ils maîtrisaient bien, ils lui avaient donné une vraie valeur avec des côtés humains, pas parfaite. On n'est pas des gens parfaits. La lune n'était pas tout en étant une déesse. Voilà, c'est d'une richesse énorme ce mythe d'Endymion. Et le pauvre Endymion, il est toujours dans sa caverne et il ne sait pas quand Diane vient la visiter. Voilà. Vous avez la lune aquatique. Pourquoi je parle d'une lune aquatique ? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur les effets de marée. Alors j'ai entendu des gens qui me racontaient des choses, mais hallucinantes. Ouh là là, c'est hallucinante sur la lune avec la marée. Ça tire sur les gens, ça nous allonge un tout petit peu. Il y en a d'autres qui pensent que, vous verrez, on peut parler de la gestation, des mises au monde aussi, des enfants. Voilà. Alors la lune, il faut savoir que oui, elle a joué sur la vie. C'est pas un hasard s'il y a cet effet inconscient en nous, cette lune, cette interrogation. Pourquoi ? Parce que la vie vient de l'eau, des océans, et on sait qu'elle impacte encore la vie sur l'eau, elle a de l'influence. Mais une influence beaucoup plus faible qu'au départ. La lune, quand elle s'est créée, quand il y a eu Theia qui a impacté la Terre, qui a créé la lune, elle était beaucoup plus proche. Elle exerçait des forces de marée immenses. C'était des levées d'eau, mais d'une intensité énorme. Ça recouvrait des régions et des pays. Les marées, c'est pas comme aujourd'hui. C'est énorme. Et on sait que ça a joué sur la vie. Pourquoi ? Ça a déposé des êtres vivants aquatiques sur des éthers. C'est reculé. Et ça a laissé. Et la vie est apparue dans cette frange d'humidité, de marécage, d'eau générée par les marées, par la lune qui était énorme, qui recule, qui s'éloigne de la Terre de quelques centimètres par an. J'ai dit quelques centimètres. 3, 4. Mais sur des effets de millions d'années, de milliards d'années, elle s'est éloignée, les marées se réduisent de plus en plus. Aujourd'hui, c'est insignifiant par rapport à ce qu'elle a fait, le rôle qu'elle a joué dans la vie, dans le développement de la vie. Aujourd'hui, on a détecté des poissons qui viennent pondre, qui viennent déposer leurs œufs, en fait, à un moment de marée précis. Donc, il y en a qui supposent qu'ils connaissent en relation lunaire. Mais non, c'est génétique chez eux maintenant. Ils ne calculent pas les lunaisons de la Lune. Ils n'ont pas les neurones pour. Par contre, ce n'est pas des sapiens, les poissons. On saurait sinon. Hein. Donc par contre, ils viennent déposer, ils ont ce savoir génétique. En fait, ils sentent dans l'eau, ils savent où ils sont. Et la vague les dépose, ils pondent. La deuxième vague vient, hop, et ça les ramène. Et donc ils jouent sur cette frange de marée aussi, de marée engendrée par la Lune. Donc elle joue encore sur la vie aquatique. Il y a des pêcheurs, c'est à Lampao en Catalogne,
on les allume, ils savent que les anchois, ils peuvent les pêcher en faisant une fausse lune. Voilà, donc la lune a de l'influence sur la vie aquatique énorme, mais en tout cas, elle n'a pas d'influence, on va dire, comme ce que j'ai entendu, c'est délire, mais des délires hallucinants hein, sur cette lune qui jouerait, mais sur les marées. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup plus lointaine. Elle exerce vraiment, c'est insignifiant. Donc les marées, en réalité, c'est pas du tout dû à la lune. Les marées qu'on constate aujourd'hui, qui existent encore, même si elles sont minimes par rapport. Elles sont importantes, elles peuvent être importantes à certains endroits. Mont-Saint-Michel, tu la vois. Tu veux la voir baie de Hudson au Canada, c'est énorme. Et donc c'est quand même un phénomène naturel. C'est naturel. C'est la force de gravité qui exerçait sur l'eau, sur la masse d'eau. Ouais, mais donc pour toi, ça n'a rien à voir avec la lune vraiment? Si, c'est la lune qui est l'attraction. Par contre, aujourd'hui, c'est petit par rapport au début. Avant, ça soulevait des quantités d'eau, mais énormes. Elle était beaucoup plus proche. Ça soulevait des quantités d'eau phénoménales. Et quand le soleil était associé, les marées de vives eaux, et les équinoxes, quand le soleil et la lune sont sur l'équinoxe et qui exercent sur la tête, elles sont alignées, là, il y a des marées encore qui peuvent être impressionnantes, mais insignifiantes par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Et donc, ça a déposé du vivant sur la Terre. Et voilà. Apparemment, la Lune a aidé la vie à sortir de l'eau pour revenir sur Terre et progresser sur Terre. Voilà. Elle a joué, elle a une influence. Alors, vous avez aussi un poisson-lune. Voilà, un poisson-lune. Ça vous donne une idée à quoi on lui a donné un nom, poisson-lune. Alors, lune aquatique, créature lunaire. Alors, j'en ai rencontré des créatures lunaires. Vous en avez une devant vous. Voilà, créature lunaire. Je ressemble un peu à celui du haut, là, quand il y a la pleine lune. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, c'est la nouvelle lune. C'est pour ça que je suis venu à Vallon. Vous ne craignez rien. Sinon, je ne sors pas, je me fais enfermer les pleine lune. Voilà. En tout cas, les récits des créatures lunaires sont hallucinants. C'est hallucinant. Je n'ai pas mon aide-mémoire là de notre présentateur, mais il faut savoir quand même qu'il y a des maladies qui existent, un système pileux qui se lycanthropie, il y a des êtres humains, il y en a même qui ont joué dans des films, justement, ça permet qui ont une vie d'acteur, parce que c'était souvent des monstres de foire aussi avant. Ils ne sortaient pas parce qu'on les lynchait dans le public. Vous avez les vampires, souvent, vous verrez, c'est les enfants de la Lune. Aujourd'hui, on les protège, on les aide. Il y a même l'astronautique, leur fabrique, ils utilisent les combinaisons de vaisseaux spatiaux pour sortir en pleine journée, sinon ils ne pourraient pas, ils brûlent. Donc ils sortent que les nuits de lune. Là, c'est moins. On les appelle les enfants de la Lune. Vous allez voir en photo, j'en ai 3 là en photo. Voilà, donc tout cet imaginaire inconscient humain, c'est des projections d'époque, il n'y avait pas de science, des croyances. Imaginez les gens qui ont caché un enfant qui était lycanthrope. Imaginez au Moyen-Âge, il sortait avec les nuits de pleine lune, il devait sortir un peu de ça. S'il se faisait voir, il était lapidé, lynché, brûlé. C'était une terreur. Donc voilà, on ne supportait pas la différence, on n'expliquait pas les choses comme nous aujourd'hui. Heureusement qu'on a le recul objectif scientifique. Les pauvres, ils subissaient, c'était des tortures, on les massacrait, quoi. Voilà, c'était pas des humains, en tout cas, c'était des rapports démoniaques avec le mal. En tout cas, voilà d'où viennent ces créatures lunaires dans l'imaginaire. Et les enfants de la Lune, je vais vous montrer. Par contre, ça, c'est toute cette mythologie, tous ces délires, c'est basé quand même sur quelque chose de concret. C'est basé. Par contre, c'est interprété de manière subjective avec des exagérations et des croyances. Donc, mais il y a une base quand même. Voilà, sortir la nuit en cachette, se faire remarquer quand c'est resté dans les mémoires. Voilà. Donc, on a inventé tous ces mythes qui se sont développés. Et vous n'avez pas un film. Vous n'avez pas un film qui décrit des crimes, on va dire, fantastiques, avec des sorcières, des vampires, sans des superbes lunes, avec des nuages qui passent devant, avec des sorcières sur les balais, ce que vous voulez. Par contre, regardez bien, il n'y en a pas un qui respecte les phases de la Lune. C'est de l'effet, mais c'est un manque de connaissances, mais affolant. Parce que toi, tu fais focus sur la Lune, nous, on ne fait pas attention. Voilà, ouais, mais non, mes astronomes, ils remarquent. Tu vois, le soleil se couche, c'est la nuit, ouais, et tu vois, au même côté, le soleil s'est couché, tu vois une pleine lune. Tout de suite derrière lui. Je vois une éclipse de lune en 10 secondes. Ça dure 2 heures. C'est bon, ils ne vont pas faire durer 2 heures dans le film, une éclipse de lune, on peut les comprendre, ils le passent en accéléré. On est d'accord. Voilà. Par contre, non, la lune n'est pas respectée. Tu vois des croissants au mauvais endroit. Voilà. Par contre, elle est toujours là inconsciemment dans les cinéastes. C'est comme dans les besoins de ces gens qui regardent ce genre de film. Ça touche l'inconscient. Il y a un rapport là encore. C'est bien la peur, les peurs. Les peurs irrationnelles sont là. Ça les travaille. Ça fait vibrer le spectateur et il vibre encore plus. S'il n'y a pas ça, il va manquer.
Voilà. Alors quand il n'y a pas la pleine lune, ça servait aux sorcières pour pas qu'elles se tapent les sommets des montagnes sur leurs balais ou les arbres. La pleine lune éclairait, donc elles sortaient à la pleine lune. D'accord? Vous connaissez les balais de sorcières dans les arbres? J'en ai déjà vu, moi j'adorais. J'ai jamais pu aller en décrocher un, parce que ça doit être sympa. Voilà, mais les balais de sorcières dans les arbres. Voilà, les enfants de la lune, et voilà en photo, ça vous donne une idée dans quelles conditions ils doivent vivre. C'est terrible pour eux, c'est une maladie génétique. Hein. Donc imaginez ces gens qui vivent comme ça. Par contre, c'est directement issu de... L'ESA fabrique des combinaisons pour les enfants de la lune. Voilà. C'est... Pardon? Très peu de cas. C'est une maladie foline. Hein. C'est une erreur génétique, je ne sais pas, ça va être sur plusieurs millions. Hein. C'est quoi? Ils sont sensibles à la lumière du soleil? La lumière, ouais, les UV en fait. Ils brûlent, leur peau brûle, ils prennent des coups de soleil, ils brûlent. Ils font... Certaines lumières fortes, ouais, s'il y a des UV. Ouais. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles. On voit que celui du milieu se contente de lunettes, par contre la peau a dégusté. Hein. Voilà, donc par contre il y en a, c'est les peaux, ils ne peuvent pas sortir en pleine journée, hein, c'est pas possible. Hein. C'est un calvaire. Ouais. Heureusement qu'aujourd'hui il y a des fondations et l'astronautique participe aussi à l'aide en fabriquant ces combinaisons. Sinon ça a des coûts énormes. Moi, un enfant, payer une combinaison spatiale à un gamin, vous avez ce gamin qui a cette maladie, hein, qui a ce problème génétique, c'est même pas une maladie, c'est une erreur génétique, hein, c'est tout. Hein. Donc, ils ont le droit de vivre. Hein. Alors, vous avez la lune végétale. Alors là, j'ai rencontré les jardiniers du dimanche et du samedi et de la semaine. J'ai rencontré des jardiniers de différentes origines et d'endroits de France. Parce que j'ai remarqué chez eux que la lune influençait toujours. Alors, elle avait des pouvoirs extraordinaires. Par contre, quand j'approfondissais, je me suis aperçu que c'était très empirique et très localisé. J'ai même trouvé des jardiniers de la Lune qui ne connaissaient pas les phases de la Lune. Ils se servaient d'un calendrier, mais ils ne connaissaient pas même les phases. Donc, pour eux, la pleine Lune, c'est le rond noir. Donc, ils me disaient, ouais, la pleine Lune, moi, j'ai pas. En fait, ils se servaient de la nouvelle Lune. Ils ne la connaissent même pas. Voilà, en fait, ils mélangeaient les phases, donc ils ne savaient pas. Alors, la pleine lune, je leur demandais déjà, mais on voyait qu'ils ne connaissaient pas, parce que gibbeuse, moi, c'était pleine lune. Hein. Aussi, il y en a d'autres. Et puis, par contre, les proverbes qui allaient avec et leur technique, ça variait d'une région à l'autre. Alors, j'ai mis un ami qui est là, qui est présent, qui s'appelle Louis Reynaud, là, qui est un jeune retraité qui campe là, qui est astronome depuis longtemps. Hein. Et lui, il fait un jardinage, lui, classique. Mais il tient compte du soleil, orientation, terrain. Et lui, il a prouvé que tu cultives si tu sais arroser, tu tiens compte du soleil, de la terre, l'exposition. Ça, c'est des valeurs. La lune à côté, c'est rien, quoi. Ça n'existe même pas. Voilà, donc il a prouvé que lui, qu'on pouvait bien manger des bons légumes bio, comme ça, des bonnes productions, sans tenir compte de la lune. Par contre, c'est un mélange de tellement de contradictions, de paradoxes, que même quand on le dit aux gens qui y croient, ils y croient. Et les croyances, c'est des croyances. Vous pouvez pas abolir une croyance comme ça. C'est comme si vous cassez une carapace psychologique. Et les gens ne veulent pas qu'on leur casse ce carapace, ils se le sont construites. Si vous cassez ça, ils arrivent à se dire « Ah, moi j'ai tout faux, depuis des années je me plante ». Ça, c'est pas admissible. Donc on ne rentre pas dans un bille en tête dans les gens. Moi je les respecte. Quoi. Il y en a qui étaient très sympas, j'ai rigolé avec eux. Hein. Voilà, mais c'est les croyances. Par contre, j'adore. J'adore parce qu'ils ont tous des... Vous pouvez les opposer, hein, ça s'oppose entre eux, donc il n'y a rien de valable. Vous ne pouvez rien en tirer pour vous. Pour faire votre jardin, vous ne pouvez rien en tirer en fait. Alors. Ces croyances, elles sont beaucoup véhiculées par les magazines. Hein. Alors oui. Absolument affolant. Ah oui. Le nombre de magazines qui traitent de ce sujet. Bien sûr. Alors il y a deux types. Il y a les magazines, on va dire classiques, jardinage, là que vous trouvez dans les grands rayons de magasins spécialisés. Par contre, moi je peux raconter mon expérience. En 2019, j'ai fait une conférence, la l'une ou l'autre. Dans un truc en Isère, perdu dans la campagne, il y avait un monde, là. C'était l'année de la Lune, les 50 ans. Et là, je ne savais pas que dans le public, il y avait il a écouté, mais il est venu, moi j'ai adoré votre truc et tout. Et en fait, c'est celui qui fait les éditions des almanachs. Les almanachs du Vieux Dauphinois, almanachs de ceci, Bourguignon, machin. Il habite à Annecy, et donc il a fait imprimer par région, avec des petits proverbes. Par contre, dedans, c'est jardiner avec la Lune. Et il m'a dit, moi je vous veux pour mon jardiner avec la Lune. Donc il m'a confié, mais j'allais être payé. J'ai eu un peu de déontologie et j'avais envie de le faire.
si j'étais suivi par un groupe là, auquel j'ai travaillé un moment en collaboration avec la zététique, je ne sais pas si vous connaissez. Je travaille beaucoup avec la zététique sur certains domaines, l'astrologie notamment. Et c'est un esprit critique. Et j'avais mon collègue, je lui dis écoute, moi je veux bien rentrer dans le truc, et je vous raconterai ce que j'ai vécu. Et je vous raconterai comment on a manipulé les gens en fait. Donc je voulais l'écrire en fait, je voulais quand même écrire. Mais j'ai refusé, j'ai dit non, Massin, je vais m'obliger à faire. Mais ça aurait marché, Il voulait m'embaucher pour faire ça, parce que je connaissais la Lune. Ça vous donne une idée de là derrière, c'est du business en fait, c'est hallucinant. Pendant longtemps, dans les librairies comme la FNAC, les livres d'astronomie, c'était au même rayon que l'ésotérisme. Ouais, voilà, ouais. La dernière fois que j'y suis passée, c'était séparé. Ils sont Ah, peut-être pas dedans. Ah ben c'est plus rationnel de jardiner avec la Lune. C'est plus terre à terre. Pour eux, c'est la même chose. Ben voilà. Après l'interprétation sociologique, mais voilà. En tout cas, il y a quand même une lune végétale, une vraie. C'est Apollo 14. Ils ont amené des graines d'arbres, ils les ont emmenées sur la Lune, ils ont ramené sur Terre, et donc c'est des graines de la Lune qui ont vécu un séjour sur la Lune, et elles ont été distribuées, elles sont plantées aux Maisons Blanches, et aujourd'hui il y a des arbres qui ont issus de graines qui sont allés sur la Lune. Donc on les appelle les arbres de la Lune. Certains Attends, c'est-à-dire qu'ils ont pris des graines, ils les ont posées sur... amenés avec eux sur la Lune. Ouais, d'accord. Et après, Ils les ont ramenés, ils les ont plantés... et après ils les ont donnés à des organismes, la Maison Blanche, par exemple le jardin de la Maison Blanche, des universités, D'accord, mais ce que je veux dire, c'est quand ils sont allés sur la Lune avec leurs graines, ils en ont fait quoi? Et ils ont juste amené avec eux sur la Lune. Ah, juste amené. Ah, c'est le fait de dire que les graines viennent de la Vers Lune. la Lune. Elles sont allées sur la Lune, et donc les arbres ont été plantés, ils ont poussé. Il y en a peut-être qui ont subi des mutations. Si les graines n'étaient pas affectées par les rayonnements cosmiques, Eh ben, peut-être qu'il y a certaines qui ont eu des mutations génétiques, peut-être, mais ils étaient bien protégés apparemment, pas que ça les flingue. Hein. Et voilà, par contre, c'était volontaire, c'était un projet culturel sympa. Et puis ils ont des arbres de la Lune, comme ça, certaines universités américaines, à Houston, au Texas, je crois qu'ils en ont aussi, au centre astronautique. Voilà, ça a été distribué. Il y en a même en France, je crois. Il y a une graine je ne sais plus où elle est. il y a des graines comme ça, quand elles sont transportées dans l'espace, la graine, enfin, L'échantillon. pas au stade de la graine, hein, bien entendu, mais elle est capable de refabriquer, de dupliquer, de se dupliquer et de conserver l'original parce qu'elle a été attaquée dans un premier temps. Par des rayonnements. C'est assez. Hein, il y a beaucoup d'expériences. Ouais. Donc voilà, lune végétale. Lune végétale. Donc il y en a une quand même. Voilà, vous pouvez voir des arbres de la Lune. À la lune capillaire. Alors là, lune capillaire, c'est que je suis très concerné par la chose. Et lune capillaire, c'est que j'ai vu, bon, on racontait, j'ai des gens qui m'ont raconté, voilà, et, hein, quand on va au coiffeur la nuit de pleine lune, les cheveux ils poussent plus vite après et tout. Je lui dis, mais vous avez mesuré? Bien simplement, je dis, mais comment on mesure? Il pousse de 1 mm de plus par nuit de pleine lune ou de 2? Bah toi, tu as dû sortir la nuit de la pleine lune. Hein. Et voilà, donc ça, ils sont incapables de répondre, les gens. Alors je leur explique en fait que les coiffeurs ont compris le truc. C'est qu'ils font réservation sur téléphone pendant les nuits de pleine lune. Ils ont leur petit truc, par contre, ça banque. Hein. Vous réservez, vous allez vous faire vos cheveux pendant les nuits de pleine lune. Donc ils travaillent pendant la nuit en fait. Il fait payer une fortune, vous vous réservez, et les gens vont, ils se font couper les cheveux à la nuit de la pleine lune. Parce que, soi-disant, ils auront des plus beaux cheveux, des plus lisses, meilleure consistance, etc. Voilà. Et ils poussent plus vite, après. Voilà, ils poussent plus vite. Ben, ça, j'ai pas mesuré encore, hein, j'ai pas fait des essais. Voilà. Voilà, c'est... Non, mais c'est marrant, par contre, il y a certains qui gagnent de l'argent, ça leur fait des jours, des nuits. Ils allongent la pleine lune, ils les font sur 3 nuits. Tu sais, comme ça, un peu avant une avant. Voilà, ils prennent le calendrier, ces 3 jours-là, hop, ils remplissent pendant la nuit, ils peuvent se reprendre un bon week-end. Et ils ont gagné, ouais, c'est un bon filon. Hein. Ouais, en France, ouais, on en trouve en France, ouais, bien sûr. Et puis il y a la pleine lune assassine, ça, c'est l'influence de la lumière sur les crimes, la criminologie. Alors quand ils interviewent, par exemple, des inspecteurs, des policiers, oui, 3/4, c'est comme les infirmières, hein, oui, il y a plus de... Et puis après, quand on prend les registres d'interpellation, on ne les retrouve pas. C'est-à-dire, en fait, l'étude a porté sur le fait que, et ils en ont plein, c'est sans arrêt, et de crimes, ils sont habitués, confrontés à des scènes comme ça,
Par contre, ils vont noter que celles où ils ont vu la Lune dans le ciel. Quand elle n'y est pas, ils ne notent pas. Donc, de mémoire, pas subjectivement, ah oui, je me souvenais parce qu'il y avait la pleine Lune, ils l'ont vu. Il y a toujours cet apport subjectif, en fait, inconscient qu'on a tous en nous par rapport à la Lune. Hein. Voilà. Donc, on le retrouve là. Voilà. Donc, on se demande pourquoi. Parce que si la Lune influençait tant avec cette lumière la nuit, il y aurait beaucoup d'assassins sur les grands parkings isolés la nuit qui sont éclairés toute la nuit, parce qu'il y a plus d'éclairage que la Lune. Voilà, donc ne vous promenez pas sur les endroits les plus éclairés. Et c'est prouvé que c'est là qu'il y a le plus d'agression. Ça ne vient pas de la lumière, si. Parce que les voyous repèrent les gens, volent les sacs à main à l'arracher, ils voient y passer, eux ils ne sont pas dans la nuit, hein, dans le jour. Hein. Voilà, donc il y a plus. On saurait si la lumière réduisait l'incivilité et les agressions, ça se saurait. Et c'est là où il y a le plus de vols, de délinquance, c'est là où c'est le plus éclairé. Ça fait l'effet inverse en fait. Donc, mais c'est pas la Lune en fait, c'est l'éclairage là ici. Mais voilà. sur certaines études, il parle que la Lune elle influence sur le comportement humain par rapport à la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur. C'est humain constitué d'eau. La pleine Lune, ça influe sur le comportement à cause de ça. Ah ouais. Après, ils veulent une causalité parce qu'ils veulent la causalité qu'ils donnent, qu'ils fournissent. C'est pour justifier, ils se veulent avoir un rapport scientifique. Et scientifique, c'est de trouver une cause. Et donc, ils inventent une cause, comme s'ils voulaient être scientifiques, alors qu'ils ont une croyance. Donc, ils ont dit, pas besoin de me donner une cause, si vous voulez, mais voilà, c'est une croyance, vous avez. C'est bien, mais ils donnent une cause. Là, voilà, lingerie lunaire. Avant, il n'y avait que des draps, en coton. Et moi, j'ai connu, hein, mes parents dans le sud, en 80, ils faisaient ça au lavoir, ils faisaient ça au bâton, savon de Marseille, dans les rivières, là, dans les lavoirs, il y avait toujours des lavoirs. Il y avait des grands, on lavait les grands draps comme ça, elle lavait, j'adorais les voir. Ah ouais, on avait des, dans les battoirs, dans les lavoirs avec les battoirs, au savon. Ma grand-mère, je lui amenais des fois, parce qu'elle était fatiguée, je lui amenais le linge, moi je l'aidais. Et on faisait ça, et après elle l'étalait. Et si tu étalais dans des prairies ou de l'herbe, les draps, elle faisait exprès, ils les mouillaient même, ils les laissaient bien mouiller. Il ne fallait pas les faire sécher, on ne les étalait pas au soleil. Le soir, ils étalaient, ça les faisait blanchir. Voilà, ils blanchissaient. Et ils étaient beaucoup plus blancs, ça évitait de mettre les lavelles, hein, il y avait pas, là, ça les blanchissait. Et c'est vrai, les faits étaient vérifiés. Et François Arago, il a mesuré, lui, au 19e, il a dit, je vais vérifier parce que c'est les croyances qui circulaient. Et c'est à cause du roi, Louis-Philippe, Louis XVI, je crois, Louis-Philippe, qui croyait à ça. Il a dit, je vais vérifier si c'est vrai aussi. Et donc, il a prouvé que non. Il a prouvé, en fait, que ça venait de l'herbe, et de la température et de l'humidité. Quand vous étalez le drap, comme ça, avec l'herbe, le sol, l'évacuation après, l'humidité, ça fait comme de l'eau oxygénée, en fait, avec la production végétale. Et donc, ça oxygénait les draps. C'est l'eau oxygénée qui était fabriquée au sol. C'est pour ça qu'il leur ajoutait de l'eau, il y en a. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Et s'il y avait la lune le matin, quand vous levez chercher vos draps, la lune, elle faisait blanchir les draps. Mais Arago, il a fait, ça marche même sans la lune. Donc il a fait blanchir des draps même sans la lune. Donc il a dit, donc c'est pas la cause, c'est pas la lune. Et il a trouvé que ça venait du sol, de l'herbe, de l'humidité, etc., de la température. Voilà. Donc vous entendrez aussi la lingerie lunaire. Et ça, c'est vraiment fort, c'est la gestation, les naissances. Alors déjà, sur les cycles féminins, oui, il y a un rapport approximatif sur la durée féminine par rapport à la lune, au cycle lunaire, en 27-29 jours. Vous avez un rapport grossier, voilà, qu'on peut déterminer comme ça. C'est ce qui a donné cette croyance. Mais en tout cas, les gens ils disent, mais c'est un rapport. Non. Parce que chacun a un rapport particulier qui se déclenche à un moment donné, différent pour des femmes. C'est pas le même moment. C'est chacune a le sien. Donc ça n'a rien à voir, en fait, la Lune. C'est pas une phase de la Lune qui va déclencher. C'est pas la pleine Lune qui déclenche le début du cycle féminin. C'est à des dates différentes pour chaque femme. Donc il n'y a pas de... Parce qu'il y en a qui croyaient vraiment, j'ai rencontré des gens, non, ça ne marche pas comme ça. Hein. J'ai dit, doucement, il faut redescendre sur Terre quand même. Et le plus, c'est la gestation. La gestation, on dit que les nuits de pleine lune, pour la pleine lune, il y a beaucoup de naissances. Pareil, on demande aux sages-femmes souvent. Oui, c'est vrai, mais elles se souviennent des nuits de pleine lune, mais ça même pas c'était une pleine lune déjà, les 3/4. Par contre, quand on va vérifier les livres de l'hôpital, les statistiques ne montrent pas de de naissance. Pas du tout. Et il y a même des gens sérieux zététiques qui ont étudié sur des millions de naissances en France qui ont été référencées depuis des années. Ils ont trouvé un petit rapport de plus 0,8 sur un dernier quartier de lune. Donc ça n'a rien à voir avec la pleine lune en plus. Donc voilà, donc vous pouvez vous dire n'importe quoi. En fait, c'est des croyances. On est encore dans des lunes subjectives qui traînent dans l'inconscient populaire. Voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. Et puis un des plus beaux, ça c'est les complots Apollo.
Ça, c'est les complots. Les complotistes, aujourd'hui, sont dans des rapports avec la Lune qui sont étranges. Et le complot Apollo, moi j'ai rencontré des gens qui sont vraiment persuadés. Ah non, ils ne sont pas allés sur la Lune. Moi j'ai fait des soirées avec des gens à parler. Non, ça c'est des menteurs, c'est fait dans des studios, regardez bien les photos, j'ai vu sur Internet, il y a tous les trucs, c'est bien marqué. Non, ils ne sont pas allés sur la Lune. Et puis on fait la fête, on continue, on mange, on boit un petit peu, on discute. Et 2 heures après, les mêmes loustiques qui viennent me voir, commencent à discuter. Et ben, vous savez ce qu'il y a sur la face cachée? Je leur dis, ben non, quoi. Eh bien, les Russes, les Américains, ils ont des bases. Les mêmes lascars qui 2 heures avant me racontaient que j'étais pas allé sur la Lune. Par contre, ils étaient en cachette, ils sont allés quand même pour faire les bases. On se calme, on va boire un coup, continuer à boire un truc. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est encore une croyance. Et puis, il y a des gens qui s'acharnent à vouloir démontrer ça. Moi, la seule raison que je peux donner, c'est 500 000 personnes minimum impliquées dans le réseau, dans le projet Apollo. Si vous pouvez cacher à 500 000 personnes un faux projet en leur payant des salaires et des investissements dans la technologie, ça fait cher le canular. À une époque où il y avait les soviétiques qui vous espionnaient comme des malades, comme les Américains ne faisaient pas les soviétiques, il y a un espion qui a dit « Oh, c'est un gros montage qu'ils nous font là ». Il les aurait démontés, mais à la première occasion. Donc c'est des croyances encore, avec des certitudes, des gens pleins de certitudes comme ça, mais qui ne peuvent pas étayer, qui sont même dans l'incohérence. Même la réalité simple dément tout de suite ce truc. Et dénier, moi ça me touchait un peu plus, parce que plus ces autres croyances, je m'en moque un peu, je dirais, c'est populaire. Par contre, celle-ci, elle me touchait parce que je sais que ces hommes qui sont allés là, ils s'étaient investis avec une force et ils jouaient leur vie, ces gens-là. Ils jouaient leur vie. Armstrong, il a joué sa vie en allant là-bas. Putain, se moquer de ça, se dire c'est des tricheurs, c'est malsain. C'est malsain. Alors, qu'est-ce qui pouvait expliquer que ces gens-là croyaient le fait que des Russes soient allés sur la face cachée, mais que les Américains n'aient pas pu aller sur la face visible? Enfin, qu'est-ce qui explique? Ben, je sais pas. C'est prestige. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont aucune raison valable, objective. Il n'y a aucune raison. Quand tu les écoutes, tu ne sais pas à quoi sert le projet. Le complot, tu ne sais pas à quoi il sert. Le complot, tu te dis, peut-être ils ont créé un complot pour se faire piéger. On se moque d'eux. Je sais pas, je vois que ça. Mais tu peux pas donner une raison à ça. Ça n'a pas de cohérence, en fait. Donc le complot Apollo, voilà. Donc je leur dis bien que Tintin, en fait, c'est une histoire vraie. Hein. Voilà. Bon, alors qu'il y a des incohérences dedans, mais c'est pas grave, c'est joli à lire. Moi, j'aime bien Tintin sur la Lune. Voilà. Alors par contre, ça veut dire aussi, alors, avec de l'humour, parce que, voilà, le drapeau, alors là, le drapeau qui flotte, ils ne comprennent pas pourquoi il ondule. Hein. Il y a du vent sur la Lune, donc c'est un studio, ils ont laissé les portes ouvertes exprès. Bah oui, pour qu'on voie que ce soit un canular, quand même, c'est pas marrant. Voilà, donc, ils sont dans l'incohérence totale, mais par contre, c'est étrange de voir ces gens dans des croyances comme ça, persister là-dedans, et à être certain d'eux, et à dénier tout droit à voir autrement déjà, et à avoir une dans le réel. Voilà, ils sont loin du principe de réalité. Les réseaux sociaux, ça fait beaucoup. Hein. Les réseaux sociaux, ça fait beaucoup. Ah bah oui, ça amplifie. Ces Ça gens amplifie, qui ouais. c'est exactement les mêmes personnes qui pensent que le projet ARP, c'est... Ouais. Voilà, Tu peux pas leur faire changer une croyance, c'est pas possible. Hein. Il n'y a que le temps, les catastrophes. Par contre, ça veut dire une chose. Ça veut dire que les Chinois qui sont allés sur la Lune avec leurs sondes, qui sont allés sur la face cachée, ils nous ont peut-être pris pour des lapins. Parce qu'en fait, vous savez, les lapins de jade, hein, ils nous ont pris pour des buses, même je dirais. Parce que ça se trouve aussi, ils nous ont fait un beau complot, on ne sait pas, hein, les Chinois. Donc, ça se trouve, ils nous ont fait un truc, c'est pas vrai, ils ne sont pas allés sur la Lune. Mais en tout cas, voilà, ça prête à sourire, mais c'est comme les platistes, hein, voilà, mais c'est pas de sujet lunaire. Donc voilà les complots. Puis le plus, c'est la Lune astrologique aussi. Moi, je l'ai côtoyé en astrologie parce que j'ai été astrologue. Attends, quand je dis bien j'ai été astrologue, par besoin. C'est-à-dire, je me suis transformé en astrologue. Comme je connaissais l'astrologie, comme j'ai étudié Ptolémée, j'ai étudié un peu l'histoire de l'astro, donc on est mêlé à l'astrologie, aux croyances. Et donc, je suis devenu astrologue sous un faux nom. Et j'ai travaillé dans un cabinet de voyance, parce que j'étais avec des tireuses de cartes, avec toutes sortes de gens un peu excentriques, bizarres. Et moi, j'étais astrologue. Donc, on venait me voir, je faisais des consultations, j'avais ma carte, j'avais un salon quand même, j'ai embauché un salon, sous la protectorat
qui étaient au courant. Hein. Voilà, donc, et je faisais une étude sur l'astrologie, comment on pouvait la vendre, enfin, pas la vendre, moi je m'intéressais, c'est le rapport que j'avais avec les gens qui venaient me voir, pour voir comment on pouvait croire à ça. Donc la lune astrologique, c'est une lune à double facette, et il y a autant de lunes que d'astrologues. Il y a autant de lunes que d'astrologues. Chacun peut lui donner la valeur qu'il veut, subjective. Il n'y a pas de vérité. La lune, elle peut signifier le féminin, l'ambigu, et quand elle est dans son signe, mais vous pouvez toujours trouver une planète qui vient la contrarier. Quand vous parlez à la personne, elle vous dit « Ah, mais vous avez la lune en Sagittaire, donc vous avez... Voilà pourquoi ça explique si vous arrivez. » Elle dit « Bah non, c'était pas ça. Attendez. Ah oui, mais elle était contrariée par Vénus, qui était en quadrature à côté. » Et puis je leur dis « De toute façon, j'ai compris, parce que vous aviez Mercure en conjonction avec le Soleil. » Ah bon? Eh oui, mais je risquais pas de me tromper. Parce que tous les horoscopes, vous avez le Soleil en conjonction avec le Soleil. Donc je suis sûr de ne pas me tromper. Donc les astrologues, ils travaillaient comme ça en fait. C'est des charlatans de première. Mais il y en a qui sont sincères. Hein. J'en ai rencontré des gens qui croyaient à leur truc. Qui croyaient vraiment à leur truc. Donc moi, le respect, hein, parce qu'ils sont dans leur croyance. Là. Par contre, ils n'essayaient pas de gagner de l'argent, de tromper les gens, d'avoir du pouvoir sur eux. Par contre, j'ai connu des pervers qui exerçaient des pouvoirs sur des sectes, sur des gens, qui abusaient même de gens, qui abusaient, qui manipulaient. Voilà, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est pas une science, c'est une croyance. Et eux, il y en a qui voulaient en rendre scientifique. Alors là, je suis tombé sur des astrologues scientifiques. Oh mon Dieu, c'est les pires. Voilà, quand je dis scientifiques, ils ne sont pas, hein, mais ils voulaient donner une touche scientifique. Ils parlaient de gravité. Comme la gravité, il y a une force, ils voulaient la mesurer, hein, qui tape sur les êtres humains, paf, 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 voilà, à des moments précis. Voilà, mais en tout cas, je peux vous assurer que la lune astrologique, vous pouvez la mettre à la poubelle. C'est pas ça qui va vous faire grandir dans la vie ou vous faire réfléchir sur vous-même. Hein. Et les couleurs maintenant, il y a les couleurs de la lune. Alors beaucoup de gens sont venus me voir. Ah, la lune bleue, j'ai vu la lune bleue, elle était belle. Vous avez vu la lune bleue? Oui, oui. Comme je suis astronome. Et moi, ils me le disent. Ah, je l'ai vue, elle était bleue, magnifique. Alors, je pense à moi, la moquette dure, là. Ils y sont allés. Hein. Ah bah oui. Qui a vu la lune bleue ici en astronome? Mais parce que les journalistes ont dit qu'il y avait une lune bleue. Quand il y a 2 lunaisons dans un mois, ça peut arriver. Comme ça dure 29 jours, 2h44 minutes. Tout de temps en temps, il y a des années où il y a 13 lunaisons. Donc vous pouvez vous trouver avec 2 pleines lunes dans un même mois. Et dans ce cas-là, la deuxième pleine lune s'appelle la lune bleue. C'est parce que c'est un journaliste qui l'a désignée comme ça. Voilà. Et donc c'est devenu maintenant sur les réseaux sociaux, lune bleue. Wow, on sort, ils veulent voir la lune bleue. Moi j'ai fait des soirées, on fait des soirées. J'ai des gens qui viennent quand on fait des soirées spéciales lune, parce que les gens sont informés, ils veulent voir la lune bleue. On dit, mais jamais bleue. Ah bon, mais c'est marqué qu'elle est bleue. Il y a même des photos. Mais c'est des montages. Donc la lune, elle peut être rousse, mais sans être rousse. C'est la lune rousse, ça veut dire la première lunaison de Pâques. Et comme il y avait des gelées, parce que la lune, on la voyait dans le ciel, il n'y avait pas d'atmosphère, il pouvait y avoir des gelées au mois de mai, même début juin, ça arrivait. Ça tuait les jeunes pousses dans les jardins et ça les faisait roussir. La lune faisait roussir, lune rousse. La lune, elle peut être rousse, c'est quand elle est en éclipse, sur certaines éclipses. Elle peut être rousse quand elle est basse sur l'horizon, qu'il y a beaucoup de poussière. Sinon, elle est blanche. Quand elle est en haut, elle peut être jaune, comme vous voyez sur les photos de l'AFDER. Oui, elle peut être jaune quand elle est basse. Ça, c'est des couleurs qui viennent de l'atmosphère de la Terre, qui lui donnent des teintes quand elle renvoie la lumière du soleil. Vous pouvez avoir des anneaux autour de la Lune, de couleurs. Quand il y a ça, on téléphone. Hein. Est-ce que c'est normal? Eh bien oui, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez l'arc-en-ciel en cercle autour des cristaux de glace dans l'atmosphère. Donc la Lune, à cause des journalistes, elle prend des couleurs, et des couleurs totalement surréalistes, et ça devient la foire ou n'importe quoi. Voilà, et il y a une autre lune qui prend la foire à toutes les couleurs. Hein, la lune bleue, voilà, je l'ai dit. Par contre, là, c'est une magnifique éclipse qu'on avait faite là, avec François, hein, du club, à Moza. Et là, vous avez maintenant la super lune. C'est vendeur, la lune, c'est incroyable. La super lune. Alors là, c'est le club. Avec notre club, on était dans un petit coin, là, un coucher de soleil. En fait, ce jour-là, regardez bien, juste au-dessous de ces quoi, un peu à droite, vous avez Jupiter et Vénus collés dans le ciel. C'était le moment où ils étaient le plus proches, c'était il y a quelques années, quand Jupiter avait été avec Vénus collés dans le ciel en début de soirée. Là. Donc j'ai laissé. Par contre, on a rajouté la lune grosse comme ça, parce que les gens étaient venus nous voir là, parce que c'était la super lune, on leur a dit qu'il y avait une super lune. C'est vrai que c'est une super lune, mais ça ne se voit pas à l'œil nu que c'est une super lune. Par contre, j'ai connu des gens après qui m'ont dit « Moi, je l'ai vu la super lune. » Ah bon, tu me racontes?
Ah ouais, elle était énorme. C'est pas possible. Mais ils l'ont vue, parce qu'on leur a dit qu'il fallait la voir. S'ils ne l'avaient pas vue, ça aurait été mal après devant les autres. Pourquoi on l'appelle super-lune? Eh bien, ça vient de ça. Ça vient de sa rotation autour de la Terre. La Lune, elle n'est pas synchronisée. Ses phases ne sont pas synchronisées avec sa position par rapport à la Terre. Donc la Lune, elle orbite autour de la Terre, mais sur une ellipse. Et comme ces phases se déroulent suivant un cycle, mais pas toujours au même endroit de son orbite, vous vous retrouvez avec des pleines lunes qui sont en A au moment où elle est le plus loin. Et des fois des pleines lunes en P, comme tu vois, où elle est plus proche de la Terre. Et quand vous avez une pleine lune qui est à 350 000 km ou à 348 000 km de la Terre, ben dans le ciel, elle est un peu plus grosse que quand elle est à 400 000 km. Et ça arrive. Résultat des opérations, la Lune, elle peut grandir, c'est exagéré hein, sur le dessin du Groenland, là, mais elle grossit à peu près 10%. Donc, suivant des pleines lunes, elle peut être 10% plus grosse. C'est même pas visible à l'œil nu. C'est 10%, on ne peut pas. Oui, effet subjectif qu'on va voir. Alors, la superlune, chez les journalistes qui publient ça, c'est les pleines lunes plus proches de la Terre dans la lunaison de l'année. Ils choisissent toutes les lunaisons de l'année et ils regardent celle où la pleine lune sera le plus proche de la Terre et ils appellent ça la superlune. Donc, une fois par an, vous avez une superlune. Pas de problème. Des fois, maintenant, surenchère, une deuxième superlune. S'il y en a une qui a que 20 000 km, 30 km de plus, on rajoute une deuxième superlune dans l'année. Voilà. Mais ça vient de quoi? Ça vient de nous, subjectif, en plus. Parce que ces nuits-là, s'il fait beau dans ce veillée de lune, si vous sortez à cette lune qui est déjà 10% plus grande et que vous la regardez se lever, et c'est génial une pleine lune. Pourquoi? Parce que même quelqu'un qui ne fait pas d'astronomie, vous lui expliquez, vous voulez voir un lever de lune, pas de problème. Le soleil se couche, vous lui tournez le dos, la pleine lune va se lever, elle est à l'opposé. Sinon, elle ne serait pas ronde. Et donc, alors gamin, je leur apprends les nuits de pleine lune, vous regardez le calendrier, le jour d'avant, le jour d'après aussi, vous attendez que le soleil se couche, vous tournez le dos, vous pouvez patienter 30-40 minutes maximum, et vous allez voir si c'est dégagé, la pleine lune se lever, ou des fois instantanée. Voilà, c'est là. Donc là, vous la verrez, et si elle est super lune, elle va être 10% plus grosse, mais elle va être basse sur l'horizon. Et regardez, vous allez rajouter, subjectivement, on va rajouter des repères, les arbres, les collines, les montagnes. Et nous, sur Terre, les humains, on a une vision, stéréo en plus, et on surdimensionne les objets en arrière-plan. On va les surdimensionner la Lune subjectivement, parce qu'on a des repères. Vous attendez quelques heures, la Lune va monter. Voilà, tiens, elle est beaucoup plus petite que quand je l'ai vue le soir basse, alors que c'est la même Lune. Elle n'a pas eu le temps de s'éloigner beaucoup de la Terre. Hein. Et en fait, si vous n'avez plus de repères, elle est beaucoup plus petite dans le ciel que quand elle est basse sur l'horizon, la même. Subjectivement, vous rajoutez, il y a les 10% en plus, ça vous fait une petite surélévation de Lune. Et c'est vrai que si vous avez beaucoup de repères, vous avez le repère poétique là, qui va en plus, des arbres, des maisons, là, enfin des paysages pour les maisons. Mais si vous avez un joli espace naturel devant, c'est très beau les levées de lune. Moi j'adore les levées de lune. Hein. Voilà. Donc ça s'appelle, c'est ça les superlunes. Ça n'a rien de vraiment objectif. C'est devenu très populaire. Et dans les clubs d'astronomie, vous avez beaucoup de soirées qui sont organisées parce qu'il y a la publicité là-dessus par les médias. Mais proposer aux gens de voir une superlune, moi je leur propose de voir un beau lever de lune. Et s'il y a un avion qui passe devant, des oiseaux, c'est encore là, c'est beau, ça donne de la poésie en plus. Et voilà, ça c'est une vraie influence, un volcan. Ça s'appelle, c'est un volcan phréatique. Et il est en Nouvelle-Zélande, à Ruapehu, et il a un rapport avec la Lune, c'est les scientifiques qui ont découvert ce rapport en fait, c'est que c'est un volcan phréatique, c'est-à-dire que c'est un volcan qui fait un lac à chaque fois en surface, un caldeira. Par contre, il a une couche, il y a la lave dessous, et il va fabriquer une couche, quand il a fait des éruptions, il se calme, et il va se fabriquer une couche dessous, et va se créer un lac, au bout de quelques années, et il y a une couche très fine, qui va durcir entre le magma et le lac, et cette couche, elle est très fine, elle est hypersensible, et au moment où on arrive, où la pression a monté, et que la couche est là, et l'eau est là, et vous avez un moment, la Lune va passer, peut déclencher l'éruption. Pourquoi? Elle va suffisamment exercer sur cette masse d'eau qui est assez importante, c'est une caldeira, le peu d'attraction de gravité qu'elle va exercer, ça se mesure, c'est léger en millimètres, hein, ça suffit pour alléger la puissance de l'eau, et la croûte va se fracturer, et le magma va sortir et va gicler. En fait, c'est la Lune qui peut être le déclencheur. Souvent, elle a déclenché la Lune en passant dessus ce volcan, sa force d'attraction. Si il y a le Soleil en plus qui cumule une attraction plus forte, et le volcan se déclenche. Ça arrive. Et donc, les scientifiques ont publié
Ils ont dit la Lune a une influence sur les volcanismes, mais enfin que sur ce volcan qui est bien précis, qui a été étudié. Ça a été publié, hein, Nature, Recherche, c'est sérieux. Hein. En fait, c'est un volcan phréatique, voilà, en Nouvelle-Zélande. J'ai l'article, encore là, celui-ci, c'est celui de la recherche, celui-ci. Donc voilà, ça a été très étudié, c'est réel. C'est un volcan phréatique. Il n'y a rien de mystérieux, hein, la causalité est valable. Hein. Et puis, on va finir avec la Lune religieuse, qui est, pourquoi, rappelez-vous, je vous l'ai expliqué, cette Lune qui a un fort rapport avec la profondeur de l'être humain, sur la vie elle-même, et en même temps, ce rapport subjectif fort, il est resté... Vous avez encore cette Lune religieuse, elle se retrouve beaucoup sur les drapeaux musulmans. Vous avez un rapport quand le prophète Mahomet il n'a pas écrit, hein, il n'écrivait pas, il ne savait pas écrire. Il parlait, et il ne savait pas écrire en plus, c'est vrai. Et il déclamait, il plasmodiait à la Mecque, et pas à la Mecque, là où il était, je ne sais plus comment ça porte le nom, mais en tout cas, on l'écrivait, on notait tout ce qu'il disait, et donc le Coran, après, il fallait le mettre, et ils se sont aperçus, donc il a demandé que le Ramadan soit créé, le jeûne, et il était déclenché avec le premier croissant de lune visible, après, il fallait le voir. Et donc ils se sont mis à surveiller la lune, à étudier, et le symbole même de la religion, la lune encore, religieux, hein, et bien la lune a servi vraiment à l'empire musulman de référence. Par contre, ils ont rajouté cette étoile, parce que, pourquoi il y a une étoile sur le drapeau musulman? Le drapeau musulman, parce que dans le Coran, vous avez une sourate, c'est l'étoile en fait. Hein, il y a la lune, il y a l'étoile, il y a beaucoup d'astronomie en fait quand vous lisez le Coran, moi je l'ai lu plusieurs fois, dedans toute l'astronomie c'est Ptolémée. Donc il a eu l'enseignement de l'astronomie des Grecs en fait, hein, un grand respect de l'astronomie grecque les musulmans. Hein. Et donc ça s'est retrouvé. Par contre, vous pouvez voir que les drapeaux musulmans, eux, qui portent le croissant et l'étoile, sont pas réalistes. Il n'y en a pas beaucoup qui sont réalistes. Vous avez compris pourquoi? Si vous voyez la lune, une étoile dans le croissant, le côté ça se peut pas. La lune est devant. Donc les seuls drapeaux, c'est celui de Turquie. On voit l'étoile qui est décalée. Ceux qui ont décalé l'étoile par rapport au croissant sont plus réalistes. Voilà. En tout cas, la lune religieuse, rappelez-vous, comme j'ai expliqué, ça vient bien des origines. Les origines, la lune, voilà, qui était associée au spirituel, au religieux. Et de tout ce que je vous ai expliqué, j'essaie de faire une synthèse rapide, c'est la tête dans la lune, tout ce qu'on a vu, les rapports objectifs, les rapports subjectifs, historiques, astronomiques, on peut voir que la lune, elle a quand même une forte influence en nous. Il y a des choses qui traînent. Qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui traînent. C'est inconscient, on dit qu'on comme la lune, après un coup de lune. On a plein de proverbes, elle est toujours là, elle est omniprésente dans l'inconscient aussi. Et en fait, quand j'ai essayé d'expliquer, de résumer tout ce qu'on vient de voir, c'est la lune subjective, les lunes objectives. Rappelez-vous, c'était le petit luminaire chez les anciens. C'est un peu un miroir. Je dirais que c'est avec toutes les expériences que j'ai vécues, un miroir de la sapience. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression, et je m'en suis rendu compte que la Lune, ça a servi de projection. Toutes les peurs, toutes les incompréhensions depuis longtemps sur la Lune. Par exemple, dans la mythologie grecque, les humains anémés, les Grecs, ils se plaignaient que le lion, ils ne pouvaient pas le tuer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils priaient Zeus. Et Zeus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lion de Némée, il l'a mis sur la Lune. Il minait les peurs. Donc la Lune, là-haut, débarrassée. Qui c'est qui va vérifier que le lion de Némée habitait sur la Lune? Bravo, hein, personne ne pouvait le vérifier. Hein. Donc, vous ne pouvez pas douter si on vous le dit. C'est fait comme ça, c'est officiel. Héra va le ramener pour qu'il se batte contre Hercule, hein, bien sûr, pas de problème. Donc la Lune, on a projeté nos peurs, nos angoisses, nos craintes. On n'expliquait pas les choses. C'était pour la Lune. Le problème, c'est que dans les années 70, l'homme est allé sur la Lune. Et toute la déchetterie là-haut, ben, ce n'est pas la déchetterie. Nos peurs, elles ne sont pas là-haut. Et le fait d'avoir voyagé sur la Lune, d'avoir ramené ça, ben ça a ramené à renvoyer tout de suite nos poubelles, qui n'ont jamais quitté la Terre, nos poubelles inconscientes, nos peurs, les rationnels. Ça fait que les gens sont confrontés maintenant aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a ce rejet complotiste, toutes ces théories un peu bizarres par rapport à la Lune. C'est parce que le rejet, parce qu'elle nous renvoie tout ça, elle nous remet en cause, nous. C'est pas le fait, la science, ça remet en cause. Ça revient vers vous. C'est vous les peurs, c'est vous les problématiques, c'est vous ce que vous croyez. Et voilà pourquoi il y a ce rejet. Et la Lune, en fait, aussi, elle est un miroir de la sapience. Pourquoi? Elle reflète vraiment l'être humain. Elle a deux faces, face cachée, face visible. Nous sommes quoi? Face consciente, face inconsciente, l'être social, apparent, voilà, des fois l'être obscur, caché, voilà. Et la Lune, c'est un reflet de l'être humain. Et en fait, ce n'est que l'image, c'est un miroir qui nous renvoie ce qu'on est, en fait. Et c'est pour ça que ces gens sont dans des croyances. C'est pour ça que c'est eux, en fait, quand vous parlent de la Lune, ils vous parlent d'eux.
Moi, je les écoute, je vois eux. Je ne vois pas la Lune. Moi, je la connais, la Lune. Je sais ce que c'est. Voilà. C'est un objet astronomique. Mais moi, ça reste aussi un objet d'étude humaine aussi très important. Ça permet d'aborder certaines personnes qui sont dans les croyances comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un déclenchement. C'était, voilà, Lune et observation. C'était pour la partie astronomique à la fin, hein, où je montrais une phase de la Lune, le cycle de la lunaison. Voilà. On peut arrêter et montrer par rapport à la Terre comment elle est éclairée, comment elle est dans le ciel. Voilà. Alors, la Lune objective astronomique, quand on connaît ses phases, quand on connaît comment elle bouge dans le ciel, si elle va se lever basse, à tel endroit, telle forme, on peut calculer plein de choses avec la Lune. Vous pouvez calculer la position, vous pouvez faire des cadrans lunaires. En mer, vous pouvez vous en servir pour des repères, comme le Soleil. C'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez vous en servir. Vous savez à quelle heure en TU elle va passer plein sud suivant sa phase. Donc, vous pouvez, même en pleine mer, vous pouvez calculer les directions comme ça. Il y a plein de choses comme ça avec la Lune, hein, qu'on peut faire. Mais la Lune, les lunes objectives, c'est ça. C'est cette pleine Lune, c'est les lunes astronomiques. Mais c'est les lunes. Car la Lune, elle fait quoi? Vous pouvez comme demain matin, vous pouvez la voir en lumière cendrée. C'est un aspect de la Lune, la lumière cendrée, un de ses aspects. Et c'est ça, c'est le fait de voir le clair de terre se refléter sur la partie obscure. Ça, c'est joli, c'est une Lune, ça. C'est une observation astronomique. Donc c'est une observation astronomique qui est jolie, j'adore. Et puis en même temps, quand il y a un très fin croissant, comme demain, après-demain, là, quand il y a le très fin croissant, si elle est bien éclairée, lumière cendrée, vous pouvez voir les zones d'albédo élevées sur la Lune. Hein. Vous pouvez reconnaître Aristarque, les petits points d'albédo élevés sur la Lune, simplement avec un reflet de terre dessus. Donc c'est vraiment des moments magiques, cette Lune, la lumière cendrée. Elle est levée aussi, et vous avez aussi les quartiers, ces moments où elle présente des contrastes très forts sur les reliefs centraux. Là. C'est vraiment des endroits magnifiques. Là, on peut étudier ces phases comme ça. On commence à faire de l'astronomie. Là, on a quitté ce domaine irrationnel. On peut observer les éclipses. La Lune, c'est aussi les éclipses. Elle nous offre encore un domaine d'observation encore différent. Vous pouvez observer la haute résolution. Les spécialistes, moi, c'est une photo de la Lune dans 260, plusieurs petites compiles. Hein. Vous pouvez faire de la haute résolution, vous amuser à étudier les reliefs, voir ce qu'il y a dessus, allez vous amuser à étudier les petites particularités lunaires. Et moi, la Lune, les particularités, je les aimais bien, puisque j'ai fait 13 ans d'articles lunaires pour Astronomy Magazine, hein, tous les mois. Je me suis attardé sur des petits reliefs, et il y en a qui sont savoureux à découvrir. C'est ça la richesse de la Lune aussi. C'est un aspect de la Lune encore. C'est ça, s'amuser à repérer par exemple le petit X lunaire au premier quartier. À un moment donné, vous avez un petit X qui est dessiné pendant quelques heures. Voilà. Par contre, comme je le dis, c'est interdit aux moins de 18 ans à photographier ça. Hein. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, on s'amuse à faire des recherches de relief, s'amuser ou faire de l'étude aussi. Hein. Vous pouvez aussi, cette fameuse épée, mur droit, voilà, vous pouvez vous amuser à faire aussi de la haute résolution. Si vous aimez la géologie, c'est une ancienne version. Voilà, c'est un grand observatoire, vous pouvez faire des photos en haute résolution, essayer d'atteindre les détails les plus ultimes, faire une découverte de la Lune poussée. Vous avez la petite rainure de lave volcanique qui a coulé au milieu de la vallée des Alpes. Hein, ici, là. Ici, vous avez la vallée des Alpes, ici. Voilà. Vous avez le Mont Blanc, d'ailleurs, là. Hein, et vous avez le Mont Blanc sur la Lune. Hein, et vous avez cette fameuse coulée. Voilà. Vous pouvez vous amuser aussi à jouer avec la Lune quand elle occulte les planètes. Donc ça aussi, c'est encore une Lune. Vous pouvez vous amuser à photographier la station spatiale devant, en ongle chinoise. Vous la voyez là. Et vous pouvez l'amuser à photographier quand elle est éclairée. Et quand elle va passer devant la Lune, mais quand c'est le Soleil qui l'éclaire, pas en ongle chinoise, inverse. Vous pouvez aussi... la Lune, c'est un sujet astronomique énorme. Alors par rapport à ce que j'ai dit depuis le début, vous avez deux Lunes. Et quand vous parlez avec quelqu'un avec la Lune, vous avez la Lune subjective, la Lune objective. Donc de quoi parle-t-on? Alors voilà, Lune objective, c'est celle qu'on voit qui est en rotation. Et la Lune subjective, c'est celle que vous voyez très très bien imagée par Méliès. C'est lui, Méliès, qui est dedans. C'est Méliès, le réalisateur, qui est caché derrière cette tarte à la crème et qui prend la fusée dans l'œil. Donc voilà, quand on voit la Lune, il y a ces deux aspects. Ces deux aspects. Et moi, quand je rencontre dans mon métier, je rencontre ces deux catégories de public. Et donc j'adapte mon discours, hein, bien sûr, en fonction de ce que ceux qui ont assisté ont compris, je pense. Voilà. Et donc je vais arrêter là. Et pour arrêter, je finis avec quelques phrases qui symbolisent un peu comme je vois la Lune, de manière poétique, humoristique. Et j'en ai trouvé quelques-unes. Alors j'ai Francis Blanc, vous connaissez bien ces deux personnages qui ont vécu des choses terribles pendant la dernière guerre, mais qui avaient toujours gardé leur humour. Voilà, des phrases célèbres. Hein. Voilà, je vous laisse lire, ce sera plus facile pour vous.
Et puis il y en a une, Alphonse Allais, qui en a une qui est pas mal non plus. C'est la Lune est pleine, on ne sait pas qui l'a mise dans cet état. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, la Lune, ça peut être ça. On peut rêver dessus, on peut s'amuser. Je vous ai pas parlé de la Lune aussi avec le mur de Chine, etc. Et puis j'ai quelqu'un de ma famille qui était un forain catalan, bien sûr. Hein, il me disait toujours quand j'étais petit, la Lune c'est un vieux soleil usé, il ne peut pas éclairer. Alors il éclaire la nuit. Voilà. C'était une manière poétique. Moi j'ai toujours grandi avec ça. La Lune, c'est un vieux soleil usé. Bon, voilà. Après j'ai appris astronomiquement à le connaître. Hein, je suis devenu astronome. Et puis ce qui a inspiré ma conf, que vous avez compris dès le départ, qui a été faite en 2019 pour les 50 ans de Dans sur la Lune, dans un esprit totalement différent du voyage Apollo. Hein. C'est la Lune poétique, causerie lunatique. Et c'est parti de Prévert, que j'adore, Jacques Prévert. Hein, voilà, c'est extrait de Deux choses l'une, c'est l'une ou l'autre. Voilà. J'espère que ça vous a plu, intéressé, quelques livres pour ceux qui veulent la découvrir. Voilà, et très objectif celle-ci. Merci à vous, et j'espère que ça vous a plu.